Bonjour mesdames et messieurs, nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui Lola Lafont et on dit Joachim ou Joachim? Alors ma mère dit Joachim, après à vous de choisir, mais plutôt Joachim. Joachim Schnerf, qui ont écrit sur des thèmes voisins, d'une manière très très différente. Et est-ce que vous avez lu le livre de Joachim? Oui, bien sûr. Qui lui vous a lu aussi, donc je vais vous laisser parler entre vous, ça va être magnifique. Mais je vais vous présenter très brièvement Lola Lafont. On vous présente généralement comme activiste et féministe libertaire, aussi comme musicienne, comme chanteuse, comme compositrice, et puis évidemment comme écrivaine, et c'est aujourd'hui l'écrivaine qui vient nous voir, avec ce livre « Quand tu écouteras cette chanson », qui est né d'une nuit dans un musée. C'est une série de stock qui demande à différents auteurs de passer la nuit dans le musée de leur choix. Et il y a eu des choses très variées dans ce domaine. Et vous avez choisi la difficulté. Je vais être très bref. Vous avez un père français et une mère roumaine. Vous avez vécu en Bulgarie. C'est faux? Alors, est-ce que vous êtes allé sur Wikipédia? Oui. Bah, tout est faux. Ah bon? Ouais, c'est pas moi qui le tiens. Hein, donc, Mais votre père est français? Alors, je vais faire une parenthèse. Je pense que mes parents n'ont pas le moindre intérêt ici, enfin, si vous permettez. Moi, je veux bien parler de littérature, de livres. Je pense qu'on est tous là pour ça, en fait. D'accord. Donc, on saute complètement la biographie. Bah non, ce que j'ai écrit, je veux bien. Mais non, mais la danse à New York et tout ça, on oublie. Si vous voulez. J'ai commencé... ça, c'est vrai. Voilà. Mais sinon... Il y a quand même quelque chose de vrai. Le Wikipédia c'est très intéressant, d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi il y a marqué que mes parents étaient communistes. Oui. Alors, c'est drôle parce qu'imaginez qu'on mette les opinions de tous les écrivains. C'est drôle, je suis la seule, en fait. Je ne sais pas qui écrit les choses de Wikipédia, mais je supposais que vous l'aviez vu, mais vous n'intervenez pas et vous laissez aller. C'est absolument hallucinant parce que j'essaye de le modifier, je dis c'est moi, et ils me disent non. Ah bon? Oui. Alors, on oublie Wikipédia et on va juste rappeler que vous avez écrit plusieurs livres que je ne vais même pas énumérer puisqu'ils sont dans le bouquin, et puis on va commencer tout de suite la discussion. Après avoir présenté très brièvement Joachim Schnerf, qui est éditeur. Il est éditeur et écrivain. Il a commencé chez Gallimard, il est maintenant chez Grasset. C'est son 3e ouvrage. Le premier s'intitule « Mon sang à l'étude ». Et c'est un livre très personnel qui ne traite pas du tout les mêmes sujets que les 2 suivants qui sont liés d'une manière ou d'une autre à la Shoah. Alors, voilà, la Shoah. Lola Lafont, vous avez choisi d'aller passer cette nuit dans un musée vide, dans une pièce vide, qui est la maison où Anne Frank a été cachée pendant X mois. 25 mois, et vous y avez passé une nuit que vous racontez. Et dans ce parcours nocturne, vous évoquez beaucoup de choses. Pourquoi avez-vous choisi l'annexe? Alors, si je suis parfaitement honnête avec vous, elle s'est imposée à moi, l'annexe. Donc, à partir du moment où j'ai eu la proposition d'écrire un texte pour une nuit au musée, je ne me suis pas posé la question. J'ai su que je devais aller à la maison Anne Frank dans l'annexe. Alors évidemment, après, rétrospectivement, je peux l'expliquer de plein de façons. Je peux vous dire que finalement, j'ai écrit déjà 2 romans biographiques autour d'une personne vivante, La petite communiste qui ne souriait jamais, autour de Nadia Comaneci, Merci Maré Paty autour de Patricia Hearst, et qu'il y a une certaine logique, peut-être, à m'intéresser à ce qui nous rassemble, c'est-à-dire cet amour tout d'un coup complètement mondial pour une adolescente dont on fait une icône. Et j'aimerais bien revenir sur, je dis icône, vraiment. Donc ça, peut-être. Et puis, ma famille a suivi le parcours malheureux, tragique de la famille Frank, puisque je viens d'une famille juive, russe et polonaise. Et voilà, donc ça, ce sont des raisons objectives. Après, les raisons pour lesquelles on écrit sont toujours mystérieuses, je crois. Et on les comprend au fur et à mesure de l'écriture aussi.
Alors, lorsque vous êtes allé à l'annexe, vous n'aviez pas du tout d'idée de ce que vous alliez écrire. Puisque je suis allée, il s'est passé 6 mois avant que je puisse y aller, puisque tantôt Paris était confiné, tantôt c'était Amsterdam. Donc entre mon désir et la réalisation, il y a eu 6 mois à peu près. Et ces 6 mois m'ont été précieux parce que j'ai pu commencer à lire et puis à rencontrer des gens par Zoom en tout cas. Et donc, alors, il y a une interlocutrice extraordinaire. Voilà, c'est pour ça que je voulais parler d'elle, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Madame Laurine Nussbaum, qui est une des dernières personnes en vie à avoir connu les sœurs Franck, puisqu'elle était leur voisine avant que la famille Franck ne rentre en clandestinité. Et aussi, Madame Laurine Nussbaum est une ancienne professeure de littérature et une grande spécialiste du journal, comme œuvre littéraire. Et donc, pour répondre à votre question, est-ce que je savais ce que j'allais écrire? Non, parce que finalement, le journal d'Anne Frank, tout le monde l'a lu, mais personne ne s'en souvient, ou alors très peu. Et c'était mon cas. Et Madame Laurine Nussbaum, la première chose qu'elle m'a dit, attention, ça n'est pas un journal, ça n'est pas un témoignage, c'est une œuvre, c'est un récit littéraire. Et ça n'est pas, ça n'est pas un avis subjectif, parce que effectivement, comme elle me l'a dit, Anne Frank dans l'annexe a décidé en mars 1944 de réécrire son journal pour le faire publier. Donc à partir du moment où on réécrit, ça n'est plus tout à fait un journal et on passe de diariste à écrivaine. Elle avait quel âge? Eh bien, elle avait 15 ans. Donc à 15 ans, entendant le ministre de l'Information en exil dire demander aux Hollandais de garder leurs journaux intimes, leurs témoignages pour en faire pour que la postérité le sache, elle transforme son journal en une œuvre. Oui, parce que puisque j'ai comparé les deux, c'est bluffant, parce qu'on voit les choix qu'elle fait, on voit ce qu'elle coupe, on voit ce qu'elle met en avant, la transformation en quelque chose qui s'adresse à de futurs lecteurs, à nous en fait. Donc le journal, mal intitulé, pour moi c'est presque réducteur de dire que c'est un journal. Il y a vraiment la volonté d'une autrice en devenir, et d'une autrice finalement, de nous faire parvenir un texte travaillé. Ça, c'était la première révélation pour moi, et elle m'est arrivée avant d'entrer dans ma nuit au musée. Donc vous saviez en allant là-bas que vous alliez réfléchir à cette question? Oui. Je l'avais dit au directeur, j'avais dit, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est elle comme écrivaine. Et très vite, dans les discussions avec le directeur du musée, et puis par la suite, par mes recherches ou par mes rencontres, je me suis aperçue que ce qui est tragique, je parlais d'icône tout à l'heure, c'est que l'image écrase totalement son œuvre. C'est-à-dire que finalement, tout le monde connaît cette image de petite fille à barrette penchée sur son petit bureau, et que c'est terrible parce qu'on ne sait même pas l'ampleur de son talent. C'est-à-dire que c'est le texte qu'il faut lire. Et j'ai cette phrase de Madame Nussbaum qui est extraordinaire, qui m'a dit Anne Frank voulait être lue, pas vénérée. Et donc ça a guidé mon travail, effectivement. Comment le fait de devenir une icône, en général, écrase ce que vous avez voulu dire. Elle a aussi été trahie de multiples manières. Oui. D'une part, dans la présentation des différentes éditions de son livre, tout à fait, dans les différentes langues où on gommait tout ce qui pouvait déranger, oui, et puis dans les adaptations. Oui. Alors ça, vraiment, révélation pour moi totale et très brutale. Finalement, je m'intéresse effectivement, pour ceux et celles qui me lisent, à la parole des jeunes filles, à la façon dont on ne les entend pas. Mais je ne me doutais pas du tout qu'en allant dans le musée Anne Frank, j'allais me retrouver à cette parole, encore une fois, qu'on connaît tellement, mais pourtant on ne la connaît pas vraiment. Parce que à la fin des années 50, en fait, Broadway décide d'en faire une pièce de théâtre. Les Américains décident d'en faire une pièce de théâtre. Qu'est-ce qu'ils font ?
ils engagent un metteur en scène spécialisé dans les comédies familiales. Le metteur en scène et le producteur ont une volonté, c'est que ce récit devienne un succès universel. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne un succès universel? Il faut le lisser. Qu'est-ce que ça veut dire en 59 de lisser quelque chose? Ça veut dire d'enlever toutes les allusions au nazisme, toutes les allusions à la judéité de Anne Frank, faites par elle-même. Tout ce qui peut vraiment un peu rappeler la Shoah, les camps, et tout ce qui est l'insolence d'Anne Frank, sa description de son propre sexe quand même, ses amours, etc. Donc, on réécrit le journal pour la scène, et quand j'ai découvert que le critique du New York Times était sorti de là en se disant mais c'est formidable parce que en sortant de la représentation, eh bien on n'en veut pas du tout aux nazis, je me suis dit il y a un vrai problème quand même. Voilà. Et le film que j'ai regardé, donc j'ai regardé le film multi-oscarisé. Alors là, c'est vraiment terrible parce que le metteur en scène était plutôt de bonne volonté. Il a décidé que ça se terminerait comme, malheureusement, ça s'est terminé pour elle et pour Margot, c'est-à-dire à Bergen-Belsen. Mais Hollywood étant Hollywood, il fait une projection test. Le producteur impose des projections test. Et là, les spectateurs disent c'est beaucoup trop triste. Donc, il n'y aura jamais. C'est presque comique, en fait. Enfin, évidemment que c'est triste, c'est tragique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la fin. Et la fin du film, c'est Anne Frank, donc, qui lève les yeux au ciel et qui parle d'espoir. Une trahison pareille, si vous voulez, un lissage pareil. Mais ce qui est terrible, c'est que la Anne Frank qu'on connaît, cette image, elle est celle qui vient de Hollywood, beaucoup plus que celle qui a écrit ce texte. Voilà, c'est ce que j'ai pu découvrir, entre autres. Vous avez mis beaucoup d'autres choses dans ce livre, et Joachim me faisait une réflexion tout à l'heure, puisqu'il l'a lu et qu'il l'a apprécié, aimé. Vous pouvez peut-être vous me parliez du Cambodge. Oui, alors bonjour à tous, à toutes et à tous. Ça arrive peut-être dans un deuxième temps dans le livre. Oui. Et il y a une page qui m'a bouleversé. On va pas faire des compliments comme ça en direct, mais là c'est ce que j'en pense. C'est un moment qui est décisif dans le musée, le moment d'entrée. Et à ce moment-là, il y a une image qui vous vient, qui est liée à une personne que vous avez connue dans votre enfance. Ouais. Et a priori, il ne devrait y avoir aucun lien, parce qu'on ne parle pas des mêmes histoires, on ne parle pas de la même géographie, quoique. Et en fait, c'est ce visage-là de ce jeune homme d'origine cambodgienne qui est parti, qui n'est jamais revenu comme Anne Frank. Voilà, moi, ça a été un des passages qui m'a bouleversé dans le livre. Et c'est en cela aussi, j'aimerais quand même repréciser quelque chose. Évidemment que c'est une collection unie au musée, etc. Mais c'est de la littérature. Enfin, on fait de la littérature. Et voilà, il suffit d'une page, d'une image comme ça pour voir qu'on est en littérature et pour ouvrir et complexifier la réflexion, qui est une réflexion sur la mémoire évidemment et cette mémoire précise. Et en fait, non, c'est beaucoup plus global. Et ces émotions, ces figures qui viennent comme ça dans l'œuvre, j'étais vraiment bouleversé par cette page. Et merci. Je suis très touchée par votre lecture. Effectivement, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit en parlant comme ça, parce que comme la façon dont je vous en parle, on dirait que c'était facile, que je vais déambuler dans ce musée, mais pas du tout. J'ai passé 10 heures. 10 heures, c'est assez long. J'étais seule, sauf pour une vigile qui m'a rendu visite, avec qui on a eu une conversation. Je ne vais pas tout vous raconter. Et je n'arrivais pas à rentrer dans la chambre. Je ne pouvais pas rentrer dans la chambre d'Anne Frank. Alors, je ne crois pas aux fantômes, je suis plutôt quelqu'un de rationnel, donc je ne vais pas vous dire que j'ai senti de fantômes, etc. C'est pas le problème. Tout d'un coup, il m'a semblé qu'on n'était pas légitime à rentrer dans une chambre comme celle-là. Pas plus moi qu'un historien Et puis qu'il y avait beaucoup trop de monde autour de cette fille de 15 ans. Trop de monde. Et que rentrer dans une chambre, dans la chambre d'une adolescente, c'est toujours, qui n'a pas demandé, c'est toujours une vraie question, toujours quelque chose qui ressemble à une profanation. Et vers 4 heures du matin, c'était pas simple. Et effectivement, sans vouloir raconter tout,
la façon pour moi de trouver un chemin vers cette chambre et vers cette jeune fille et vers la possibilité d'y trouver une place, ça a été le souvenir d'un jeune Cambodgien mort dans le génocide perpétré par les Khmers rouges, qui a croisé mon chemin, enfant. Et finalement, le point commun, en dehors du fait qu'on parle de génocide au pluriel, c'est que tous deux se sont exprimés par écrit. Lui m'a laissé des lettres, elle a laissé, on n'a pas besoin de le rappeler, une œuvre. Et je me suis beaucoup interrogée pendant l'écriture sur les gens qu'on croise et qui nous laissent, même sans qu'on le comprenne tout de suite, un héritage, un testament qui n'a pas l'air d'un testament. Voilà. Alors, vous me facilitez la transition vers le livre de Joachim Schnerf, Le cabaret des mémoires, parce qu'on a parlé de spectacle, on a parlé de témoignage, on a parlé de transmission, et vous avez choisi une manière très originale de traiter la mémoire des rescapés, puisque votre héroïne, mais peut-être que vous allez nous le dire, choisit à la fois de fuir et de rester dans cet univers. Comment s'appelle votre... Rosa. Je veux dire, Rosa est la grande-tante de votre narrateur, et puis, au moment où elle rentre en France, en fait, elle disparaît, mais je vous laisse raconter la suite. Est-ce que vous voulez bien en dévoiler sans trop... Je peux tout dire aujourd'hui. Donc c'est vrai, donc il y a un personnage principal, le narrateur, qui est donc un jeune homme nommé Samuel, et qui, au moment où lui-même devient père et donne naissance à une nouvelle génération, visite sa mémoire familiale, et notamment l'histoire de sa grande-tante Rosa. Rosa, donc, qui a été déportée à Auschwitz, donc, qui est la sœur de son grand-père, donc de Samuel, qui a été déportée, qui a survécu au camp. Et au moment où elle est rentrée en France, elle a décidé de quitter l'Europe immédiatement. Non seulement la France, mais l'Europe. Elle ne pouvait plus vivre sur ce continent-là. Et elle est partie s'installer aux États-Unis. Et la particularité de Rosa, c'est qu'elle ne s'est pas installée je sais pas, à New York ou à Philadelphie. Elle est partie dans le désert texan et a fondé un cabaret où chaque nuit elle reçoit des artistes sur scène. Et chaque nuit, elle termine le spectacle en montant sur scène et en racontant l'histoire de sa famille, en racontant l'arrivée en France de ses parents et elle-même quand elle était petite depuis la Pologne, le fantasme de l'assimilation, et puis la rafle, et puis la déportation. Et elle s'arrête à l'entrée du camp, et la suite, elle ne peut pas le raconter. Elle va énumérer la suite, mais elle ne peut pas le raconter. Donc c'est le paradoxe de ce spectacle, d'une certaine manière. On pourra discuter après de ces mots-là. Vous parlez d'icônes, de spectacle. Qu'est-ce qu'on fait de la Shoah ? Comment on raconte ça et comment est-ce qu'on transmet ça ? Toujours est-il que là, c'est l'histoire d'une personne sur scène, qu'on assigne d'une certaine manière à témoigner, vu qu'elle est témoin, et qui ne peut pas. Donc tout est en scène, tout est là, tout est prêt, et elle ne peut pas témoigner. Et c'est l'un des sujets transversaux du livre, c'est doit-on ou peut-on obliger les derniers témoins à témoigner et les assigner à cela ? Et l'une des réponses de Rosa, c'est la négative, parce que l'histoire de Rosa, on la découvre par une lettre qu'elle envoie donc à son petit-neveu. C'est une histoire terrible, c'est une histoire de survie dans les camps, et on ne survivait pas à n'importe quel prix dans les camps, à n'importe quel prix moral notamment. Et voilà, on ne veut pas tout raconter, on ne veut pas forcément tout dire, tout transmettre. Et ce secret, je pense, qui a matelassé nos familles, des secrets parfois douloureux, des secrets parfois simplement en éludant des passages d'histoire. Il faut le respecter aussi, je pense. Et voilà, Rosa incarne toutes ces problématiques-là de transmission et de secret et de silence parfois. Lola, vous l'avez lu. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a frappé particulièrement dans ce livre ? C'est un personnage très inattendu. Rosa, c'est vrai, moi, il se trouve que j'ai une passion pour le cabaret, donc elle est à la fois... C'est intéressant parce que
je sais pas comment dire ça, ce n'est pas une victime, dans un sens... alors, c'est pas du tout négatif pour moi d'être une victime, c'est pas le problème, hein, mais il y a quelque chose, je crois, enfin vous me direz si je me trompe, mais il y a quelque chose d'elle qui veut tenir à distance ça, et le cabaret, les paillettes, le spectacle, encore une fois, le spectacle même un peu dérisoire, et ce qui tient un peu la mort à distance. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, en fait. Comment est-ce que vous avez trouvé la partie que j'ai trouvée, moi, très originale, de l'aventure des enfants? Parce que le petit-neveu, nouveau père, se remémore. Oui. On peut le raconter. Se remémore ses aventures. On peut tout dire aujourd'hui. Ses aventures d'enfant, où Rosa était une espèce de figure mythique. C'était une icône pour lui. Et il y a cette épopée nocturne des gamins qui est extraordinairement touchante, je trouve. Et une manière complètement décalée d'évoquer ce thème douloureux. En fait, je pense que je pense que je l'ai découvert a posteriori, mais avec ce titre-là, le mot mémoire est mis au pluriel. Et c'est vrai que souvent, la mémoire, on la pense comme le passé. Samuel, au début du livre, la pense comme le futur, parce que, donc, encore une fois, la narration se déroule le temps de la nuit qui précède le retour de son enfant et de sa femme de la maternité à la maison, donc la nuit avant le début du foyer. Donc lui, projeter une mémoire vers l'avant, et en fait, il est immédiatement rattrapé par son identité et par la mémoire de sa famille et de sa propre enfance qu'il revisite. Et c'est vrai que Rosa est une figure fantasmée dans la famille, parce qu'elle n'est jamais revenue, ou presque pas, en Europe et en France, si ce n'est pour deux événements très particuliers, notamment la mort du grand-père. Et voilà, donc on en parle, comme dans beaucoup de familles, on parle d'un absent, d'une personne éventuellement qui est, en l'occurrence, qui est morte dans un camp. Elle n'est pas morte, elle est rescapée, mais malgré tout, on parle d'elle comme d'une morte. Et elle fascine, et elle fascine. Et Samuel, en revisitant son enfance, je trouve, vient sceller une sorte de pacte moral qu'il a avec Rosa, qui est un pacte de vie, parce qu'en fait, tout est vital, tout est joyeux. Et c'est cette enfance-là aussi que j'ai voulu raconter. C'est une enfance naïve du jeu, où on peut reconstituer comme ça un désert texan en plein milieu des Vosges en claquant des doigts. On peut imaginer sauver quelqu'un qui est gardé par des colosses dans une petite cabane. On peut imaginer le sauver. On peut tout faire quand on est enfant. Et pour moi, c'est le même combat que celui de Rosa sur scène. C'est la vie. C'est un combat de vie permanent. Et encore une fois, avec ces mémoires-là, dans le passé et dans le futur, moi, c'est ce que je retiens, c'est ce fil de vie. Peu importe comment on les noue, ces fils-là. Pour Samuel, ils sont nécessaires, et c'est à ce prix-là qu'il va pouvoir donner la vie lui-même, parce que c'est cette question quand même de la génération. Est-ce qu'il a envie, ou est-ce qu'il peut donner la vie à une quatrième génération? Je fais un petit passage, je cite Imre Kertész, qui est un auteur important pour moi, qui a notamment écrit Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas. Et voilà, je pense que Samuel ne se pose pas exactement la même question, parce qu'il n'est pas de la même génération, lui n'a pas connu les camps. Mais voilà, il se pose malgré tout cette question de la génération suivante qui ne connaîtra pas les derniers témoins. Et comment est-ce qu'on peut donner la vie à une nouvelle génération qui risque d'être bercée par le négationnisme, le révisionnisme, sans les derniers témoins? À propos de... juste une petite parenthèse, parce que c'est tout très, très court. Parce que je parlais de l'amour qu'il y a autour d'Anne Frank, l'amour mondial, mais il y a la haine aussi. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que non seulement le musée est archi surveillé, parce qu'il est la cible de menaces très, très fréquentes, mais il y a une phrase... Alors, j'ai quand même... effectivement, je parle dans le livre des négationnistes, parce que très très vite, ils ont attaqué le journal, dit que c'était un faux, etc. Mais alors, dans les années 50, très rapidement. Et il y a une phrase quand même, j'ai pas voulu citer leur nom, parce que je n'ai pas envie de citer leur nom. C'est pas très important, en fait. Ils se ressemblent tous, à peu près. Leur rhétorique se ressemble tout le temps. Mais il y en a quand même un qui a dit quelque chose que je trouve incroyable, qui est un mélange de négationnisme et de sexisme et de mépris. Son explication pour dire que le journal était un faux, c'était qu'aucune jeune fille n'aurait pu penser quelque chose de si intelligent. Enfin, ça, je trouve ça vraiment fascinant. C'est la quintessence. Oui, comme explication.
Alors, juste pour un tout petit peu de contexte, je vais vous lire un très rapide passage qui commence par cette phrase « Quand demain reviendra la lumière », qui est une sorte d'anaphore de Rengaine dans le livre, et qui est en fait extraite d'un chant qui s'appelle le chant du soir, que chantent encore aujourd'hui les éclaireuses israélites de France, les scouts juifs, qui étaient entrés en résistance pendant la guerre et qui, avant d'aller se coucher chaque soir, chantaient ce chant du soir comme une prière pour espérer qu'ils reverraient la lumière le lendemain. C'est dur de faire ça. Je me suis mis en contexte moi-même, vous voyez, pour qu'il y ait un peu d'émotion quand même. Quand demain reviendra la lumière, que nous entrerons dans l'appartement pour la première fois tous les trois, je lui raconterai. Il y aura les berceuses, les histoires récitées d'une voix grave, et puis la Shoah. Il faudra que je trouve les mots qu'on ne m'a pas dit, car c'est le silence qui a semé en moi toutes ces névroses, pas les atrocités de l'histoire. Je veux tout transmettre à mon enfant, son arrière-grand-père et son arrière-grande-tante, 6 millions d'âmes qui priaient chaque nuit pour que le lendemain revienne la lumière et que le cauchemar se dissipe. Je n'ai que ces images en tête, depuis que notre bébé est venu au monde, il y a 2 jours à peine. Peut-être ne suis-je pas prêt à être père et à partager ce spectre qui me pourchasse depuis toujours. Je le pensais endormi depuis l'enterrement de mon grand-père, mais il s'est brusquement mis à gesticuler lorsque j'ai décidé d'écrire à Rosa, il y a 6 mois. Elle a répondu à ma lettre en précisant qu'elle ne donnerait pas suite à d'autres courriers. Dans l'enveloppe, une feuille déchirée, pleine de fautes de français, brèves, courtoises et fermes, accompagnée d'une dizaine d'autres feuilles photocopiées, où l'on pouvait déchiffrer une sorte de journal, en tout cas une juxtaposition de souvenirs rédigés en anglais et à la main. Je l'ai lu et caché immédiatement l'enveloppe. Son récit était terrible, il y avait là tout ce qu'elle avait eu pendant l'émission, et qui me déchira lorsque j'ai découvert la noirceur de ces mois en enfer, la douleur d'une femme maintenue en vie par la perte de chacun de ses principes, moraux, humains, vitaux. Ma grand-tante n'avait jamais raconté cette histoire en détail, mais elle savait probablement que ses jours étaient comptés, les siens et ceux de la poignée de rescapés d'autres camps encore vivants. Une pensée m'obsède, et si elle était finalement la toute dernière à disparaître? Par tous les moyens, je dois raconter à mon fils, je dois lui parler d'Auschwitz et de Rosa avant qu'elle s'éteigne, qu'il entende son nom en la sachant en vie. Sinon, comment nous croiront-ils? Alors je vois une parenté avec ce que vous faites, une manière de redonner la vision plus juste de ce qu'a écrit Anne Frank, alors qu'on a présenté ce journal comme justement l'œuvre d'une petite fille, et vous dites c'est une œuvre. J'ai trouvé cette idée extrêmement forte. Madame Nussbaumer existe depuis longtemps, elle en parle, et il faut que vous veniez et que vous le disiez pour qu'on l'entende. Oui, c'est aussi... il y a de nombreuses pages sur l'écriture aussi, quand tu écouteras cette chanson. Qu'est-ce que finalement, je suis allée m'enfermer dans un endroit qui a permis l'écriture d'un texte très important. Un endroit, parce qu'on n'en a pas encore parlé, j'aimerais bien évoquer l'annexe, tel que je l'ai vu, quand on parlait du musée du vide. Ce sont des combles sur 2 étages, 3 avec le grenier, ça fait même pas 45 mètres carrés. Il y a eu 8 personnes pendant 25 mois. Et comme c'est au-dessus de la petite entreprise d'Otto Frank, le père, et que la plupart des employés, à part 4 d'entre eux, ne savaient pas qu'il y avait des gens cachés, toute la journée, les Frank et la famille qui étaient là ne pouvaient ni parler, ni aller aux toilettes, ni faire couler l'eau, ni marcher. C'est un lieu de réclusion, l'annexe, totale. C'est un lieu de contrainte physique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la douleur physique à rester immobile, voilà, elle en parle. Alors ce lieu, il est très paradoxal parce que c'est à la fois un refuge et un piège, puisque c'est là où ils seront arrêtés. L'écriture, est-ce que c'est finalement une façon de survivre pour elle, ou est-ce que c'est l'aveu d'une impuissance totale parce qu'on ne peut rien faire d'autre? Je ne sais pas. En tout cas, c'est des questions que je pose. Qu'est-ce que c'est l'écriture? Pourquoi on écrit? Moi, il me semble que ce que disait Joachim, c'est que la force de l'écriture,
qu'on la pratique dans un journal ou dans un roman, peu importe, c'est pareil, d'une certaine façon, c'est qu'on peut inscrire des choses d'une façon définitive. D'une certaine façon, on peut donner la place à des événements. Je peux vous dire que j'ai entendu Madame Laurine Nussbaum, je peux vous dire qu'elle m'a demandé de ne pas employer le mot espoir pour parler d'Anne Frank. Et que c'est important, et que j'essaye de continuer à le dire. Pourquoi ? Parce que, comme elle dit, c'est sa parole, on ne peut pas parler du texte d'une fille de 15 ans qui va mourir dans un camp de concentration en faisant comme si c'était un récit d'adolescente et que ça donne de l'espoir. C'est pas vrai. Il n'y a pas eu d'espoir dans cette histoire-là. Et elle m'a beaucoup remis les idées en place parce qu'on a tellement rendu l'histoire d'Anne Frank, j'ai envie de vous dire kitsch, un peu. C'est un peu kitsch, c'est-à-dire Hollywood, évidemment, et puis on se souvient de l'histoire d'amour avec Peter, et puis de ce qu'elle disait de sa mère, mais elle disait tellement d'autres choses. Alors je me suis posé cette question-là aussi, c'est de quoi on se souvient quand on lit des textes iconiques. Et pourquoi, depuis tant d'années, la phrase qu'il y a, quand on parle d'Anne Frank, en dessous des statues, c'est une phrase, c'est « Je crois encore en la bonté des hommes ». Simplement, on ne parle jamais du paragraphe qui est juste au-dessus, où elle évoque les ravages de la guerre, son angoisse de ce besoin de guerre. Vous voyez, c'est ça, en fait. On n'a pas le droit de faire le tri dans ce journal. Il faut qu'on le lise en entier. Est-ce que vous voulez bien nous lire un passage ? Je vais vous lire le début parce que voilà. Parce que c'est vous qui choisissez. Et puis parce que, honnêtement, j'aurais beaucoup de mal à lire certains passages. Donc voilà. C'est elle. Une silhouette à la fenêtre surgit de l'ombre, une gamine. Elle se penche, la main posée sur la rambarde, attirée sans doute par un bruissement de rire dans la rue. Celui d'un élégant cortège de robes satinées et de costumes gris. Elle se retourne, semble héler quelqu'un. C'est un mariage, viens voir. Elle insiste d'un geste de la main. Impatiente, elle appelle encore qu'on la rejoigne vite. C'est si beau ce chatoiement d'étoffe, ce lustre des chignons. C'est elle. Au 2e étage d'un immeuble banal, une petite silhouette qui rentre dans l'histoire au hasard d'un mouvement de caméra. Elle est vivante, elle trépigne, celle qu'on ne connaît que figée sur des photos en noir et blanc. Elle a 12 ans, il lui en reste 4 à vivre. Ce sont les uniques images animées d'Anne Frank. Des images muettes, celles d'un court film amateur tourné en 1941, sans doute par des proches des mariés. 7 secondes de vie, à peine une éclipse. Comme elle est aimée, cette jeune fille juive qui n'est plus. La seule jeune fille juive à être si follement aimée. Anne Frank, la sœur imaginaire de millions d'enfants qui, si elle avait survécu, aurait l'âge d'une grand-mère. Anne Frank, l'éternelle adolescente qui aujourd'hui pourrait être ma fille. A-t-on pour toujours l'âge auquel on cesse de vivre ? Anne Frank, que le monde connaît tant qu'il n'en sait pas grand-chose. Une image, celle d'une pâle jeune fille aux cheveux sagement retenus d'une barrette, assise à son petit secrétaire, un stylo à la main. Un symbole, mais de quoi ? De l'adolescence, de la Shoah, de l'écriture. Comment l'appeler son célèbre journal que tous les écoliers ont lu et dont aucun adulte ne se souvient vraiment ? Est-ce un témoignage, un testament, une œuvre ? Celle d'une adolescente enfermée pour ne pas mourir, dont les mots ne tiennent pas en place. Celle d'une jeune fille qui n'aura pour tout voyage qu'un escalier à monter, à descendre, moins d'une 40aine de mètres carrés à arpenter, 760 jours durant. Anne Frank, à laquelle sont dédiées des chansons, des poèmes, des romans, des requiems, des symphonies. Son visage est reproduit sur des timbres, des tasses, des posters, son portrait est tagué sur des murs et gravé sur des médailles. Son nom orne la façade de centaines d'écoles et de bibliothèques. Il a été attribué à un astéroïde en 1995. Ses écrits ont été ajoutés au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO en 2009. Aux côtés de la Magna Carta. Anne Frank, qui à l'été 2021 fait la une des actualités néerlandaises. À Amsterdam, des manifestants anti-pass sanitaires brandissent son portrait. Ils scandent « Liberté, liberté ». Anne Frank vénérée et piétinée.
Le 18 août 2021, j'ai passé la nuit au musée Anne Frank dans l'annexe. Je suis venue en éprouver l'espace car on ne peut éprouver le temps. On ne peut pas se représenter la lourdeur des heures, l'épaisseur des semaines. Comment imaginer 25 mois de vie cachés à 8 dans ces pièces exiguës? Alors, toute la nuit, j'irai d'une pièce à l'autre. J'irai de la chambre de ses parents à la salle de bain, du grenier à la petite salle commune. Je compterai les pas dont Anne Frank disposait, si peu de pas. Comment l'appeler? Je dis Anne, mais cette fausse intimité me met mal à l'aise. Je ne peux pas dire Anne. Quelque chose m'en empêche, qui au cours de ma nuit se matérialisera par l'impossibilité d'aller dans sa chambre. Alors je dis Anne Frank. Comme on fait l'appel, comme on évoque l'ancienne élève brillante d'un collège fantomatique. 2 syllabes. La nuit, je me la figurais semblable à un recueillement, à un silence. J'imaginais la nuit propice à accueillir l'absence d'Anne Frank. Je me préparais à être au diapason du vide, à le recevoir. Je me suis trompée. La nuit s'est habitée, éclairée de reflets. Au cœur de l'annexe, une urgence se tenait tapie encore à retrouver. Merci. Qui désire prendre la parole, mesdames et messieurs? Une intervention, une question, un commentaire? Il y a un micro. Je pense que... Oui, madame. Attendez un instant pour le micro. Le micro vous arrive. Voilà. Merci. Aujourd'hui, si on veut acheter le livre d'Anne Frank, on a quel... On a lequel? On a le bon. On a le bon depuis 96, depuis 1996. On a le journal. On peut avoir les 2 versions. C'est expliqué en préface, je crois en poche même. Et on a même quelques pages qui ont été retrouvées au début des années 2000. Alors que quand on l'achetait avant, il était expurgé de pas mal de passages. C'est ce que je voulais savoir. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Ça vaut le coup. Je voulais vous citer une phrase du livre de Joachim. « Déjà père et bientôt orphelin, sans rescapé pour raconter l'indicible, mais avec le devoir de transmettre. » Et je trouvais que ça correspondait aussi très bien à ce que vous faites avec ce livre. Et je dois dire que l'idée d'aller... de pervertir cette collection de nuit au musée pour en faire cet instrument de mémoire m'a vraiment... J'étais extrêmement admiratif parce qu'il y a des belles choses qui sont écrites dans les musées, mais c'est le plus fort que j'ai vu, et vous vous oubliez en écrivant cela. Même si vous êtes présente, c'est pas vous, enfin, vous n'êtes pas au centre, et ça j'ai trouvé très fort. Merci. Joachim, vous avez un commentaire là-dessus? Alors, moi, il se trouve que j'ai lu quelques livres de la collection, justement, unis au musée. C'est vrai qu'ils sont tous très différents. Et là, effectivement, je vais être tout à fait honnête, hein, j'appréhendais la lecture parce que, voilà, une nuit dans l'annexe, c'est un sacré pari. Et les anglo-saxons, parce que vous parliez de kitsch, les anglo-saxons ont un terme très drôle, scandaleux mais très drôle, de holo kitsch. C'est une façon de désigner tous ces livres atroces. Je ne vais pas les citer parce que voilà, mais ces livres atroces qui font du drama un peu cheap sur la Shoah. Bref, donc j'appréhendais, et quand on ouvre un livre et que dès les premières pages on sait que c'est une œuvre face à nous, voilà, ça ne peut pas. Je savais dès le départ en fait, parce qu'effectivement l'enjeu c'est le moi là-dedans. Comment est-ce que l'auteur ou l'autrice d'un tel livre se situe par rapport au musée, par rapport à ce que le musée représente, par rapport à ce qu'il véhicule. Je pense aussi au livre de Yakuta qu'elle a publié l'année dernière au Louvre, où en fait d'un coup elle disparaît au profit de son père. Et des immigrés en général, et le rapport à la langue française de l'immigré. Il y a des très belles choses, et je trouve ça magnifique. Bon, j'arrête les compliments après, mais il n'y a que de grands auteurs, comme Yakuta ou comme Lola, Yakuta Lekavazovic, qui sont capables de disparaître derrière l'œuvre. Et en fait, c'est la littérature qui prend le relais, c'est pas le moi là-dedans, l'enjeu n'est pas là. En fait, il y a des forces beaucoup plus importantes qui sont en jeu. Et voilà, pour ça, c'est un texte, encore une fois, qui est très beau.
Et c'est l'éditeur qui parle, pas seulement l'écrivain. Le lecteur, Monsieur, en tout cas. Oui. Attendez, parce que comme c'est enregistré, il faut qu'on entende votre question dans le micro. Oui, merci. Alors, vous avez dit que vous êtes rentré dans la chambre où elle était. C'est juste, si j'ai bien compris, où Anne Frank se trouvait, vous êtes entré dans cette chambre. Et vous êtes resté plusieurs heures. C'est juste. J'étais dans l'annexe, qui est comme un appartement, plusieurs pièces en fait, enfin très petite. Et non, j'avais plutôt du mal à rentrer dans la chambre. Je suis restée à la porte jusqu'à 4h et quelques du matin. Et vous connaissez, quand vous êtes entré, vous connaissez déjà le livre d'Anne Frank? Le journal? Le journal. Oui, bien sûr, oui. D'accord. Et votre but n'était pas de réécrire le journal, en fait. Ah non. Voilà, justement. Mais je voulais savoir de quelle manière le livre comment dire, il s'est infiltré dans votre manière d'écrire, en fait. Comment vous avez réussi à le mettre de côté, en fait? Écoutez, c'est une question qui s'est posée parce que je ne l'ai pas relu avant de rentrer dans l'annexe. Ça veut dire que je suis restée sur le souvenir de mes 11-12 ans. Je ne voulais pas que le journal prenne le pas. Je voulais éprouver cet endroit d'abord. J'ai fait dans l'autre sens. J'ai d'abord passé la nuit et après je l'ai relu. Parce qu'effectivement, comme vous dites, sinon, c'est ce qu'elle en dit qui aurait pris le pas. Moi, je voulais d'abord voir le lieu, être là. Donc, ce qui m'a frappée, ce sont des choses minuscules. Par exemple, mais j'en parle souvent parce que ça m'a tellement frappée. On parlait du vide. Le lieu est vide, puisque Otto Frank a voulu, en 1960, quand il a accepté que ça devienne un musée, que ça reste dans l'état où il l'a retrouvé quand il est revenu d'Auschwitz, c'est-à-dire pillé par les nazis. C'est vide. Mais... donc il faisait assez sombre, hein, c'est la nuit dans un musée, il baisse les lumières. Il y avait un petit rectangle du papier peint, qui est le vrai papier peint d'ailleurs, qui était encadré. Et j'ai cru qu'ils avaient encadré du vide, parce qu'il n'y avait rien, il n'y a pas d'objet dedans. Et quand je me suis approchée, j'ai vu qu'il y avait les petits traits de crayon, qui étaient les traits tracés par Otto Frank de la croissance de ses filles. Voilà ce qu'on trouve. C'est terrible, en fait, ça. Pour moi, on ne peut pas trouver plus bouleversant que cette petite trace de vie dans cette pièce. Donc, ce qu'il y a dans ce musée, ce sont des signes de vie. Je peux même pas vous dire... Oui, c'est un musée. Il y a le musée contemporain à côté, hein, donc j'ai pu aller et venir. Et effectivement, quand je me penchais quand je regardais un peu par la porte de la chambre, je voyais les photos au mur. Et c'est déchirant, les photos dans cette chambre, parce que c'est des actrices, des princesses, elle adorait les princesses, et puis des animaux, des cartes postales. Donc c'est tellement une chambre d'adolescente que c'est terrible, vous pouvez pas y rentrer. Vous voyez, il n'y a rien à voir. Et je pense qu'il faut se confronter à l'absence quand on rentre là-dedans. On rentre dans l'appartement de personnes qui ne sont plus là. C'est ça qui se passe. Et vous l'écrivez dans l'annexe, il n'y a rien, et ce rien, je l'ai vu. Oui. Oui. Vous écrivez aussi, ce que vous l'avez dit tout à l'heure, écrire n'est pas tout à fait un choix, c'est un aveu d'impuissance. Est-ce que, la phrase complète, c'est on écrit parce qu'on ne sait pas, on ne sait par quel autre biais attraper le réel. Vivre sans l'écriture me va mal, comme un habit trop lâche dans lequel je m'empêtre. Mais vous écrivez toujours. Tous les jours, oui. Oui, sauf là, en ce moment, parce que le paradoxe de parler d'un livre, c'est qu'on n'écrit pas. Non. Mais oui, on peut considérer que c'est une sorte de maladie. Mais oui, j'écris parce que vraiment, c'est ça, c'est ma façon de trouver une place aux choses. Oui. Pour vous, Joachim, il vaut mieux que j'écrive. Vous qui écrivez, je posais la même question à Joachim, vous qui écrivez tout en éditant les œuvres des autres, ça correspond à quelle démarche, votre élan d'écriture? Déjà, ce sont deux mécanismes très différents, parce que quand on est éditeur, en fait c'est être lecteur, être éditeur avant tout, mais quand on est éditeur,
généralement, je ne parle pas pour tout le monde, mais généralement c'est un acte de générosité. On est là voilà, pour servir une œuvre et on se met en retrait. On est là pour éventuellement aider un auteur à ce que son texte aboutisse, qu'il soit exactement en phase avec ses intentions. On est là pour accompagner à différents niveaux. Et c'est un acte de générosité. L'écriture, en tout cas au début, est un acte narcissique. C'est un acte du moi, seul, face à la page, éventuellement d'introspection. Quand je dis narcissique, c'est pas négatif, hein, mais c'est juste pour expliquer ces deux mouvements qui sont vraiment, pour moi, opposés. Et j'aime beaucoup cette notion d'écriture pour attraper le réel, parce que c'était aussi une des volontés avec le Cabaret des mémoires. Le Cabaret des mémoires est un texte de fiction, à 99%, 95%. Mais il y a cette réflexion de voilà, comment attraper le réel, comment le rendre lorsque les témoins ne seront pas là pour simplement raconter, sachant que même les témoins qui ont raconté, on peut déformer leurs propos, comme ça a été fait par Hollywood, encore une fois pour Anne Frank. Voilà, quels sont nos outils? Alors là, c'est de la littérature, mais ce sont les arts en général. Comment est-ce que la démarche artistique va raconter le réel et parfois va s'approcher encore plus du réel qu'avec parfois des témoignages directs qu'on s'est appropriés, qu'on a déformés, qu'on a édités. Et donc c'est cette envie-là de rendre l'émotion, de rendre la complexité. Encore une fois, simplement cette question est-ce que le témoin doit témoigner? C'est une question qui semble assez banale, mais passer par la fiction pour essayer de rendre ça, c'est essayer de s'approcher du réel. Et pour moi, c'est une nécessité d'écriture. Enfin, moi, c'est viscéral. Enfin, j'ai besoin pour embrasser ces questions qui sont des questions qui me hantent par ailleurs, de passer par l'écriture, de passer par la littérature pour essayer de les approcher le mieux possible. Et votre premier livre n'avait rien à voir avec le sujet de celui-ci et du précédent? Non, le premier livre était un livre sur le sida, et plus précisément sur le dépistage pour savoir si l'on est séropositif ou non. C'est un livre d'attente également, mais très différent. Mais c'était les questionnements de l'attente, de l'amour, de la mort. Donc on retrouve finalement des thématiques. Mais effectivement, c'est l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux et au début de sa relation, voilà, il va faire un dépistage parce qu'il a eu des relations par le passé. Et ce dépistage, le roman se déroule pendant les 3 jours qui précèdent les résultats. Et voilà, va-t-il pouvoir complètement aimer? C'est à la fois, ça n'a rien à voir et en même temps, voilà, c'est des problématiques qui me hantent. Une dernière possibilité pour vous de poser une question ou d'intervenir? Non? Alors, pardon, oui, madame. Voilà. Oui, je voulais poser une question à madame Lafont. Moi, j'ai visité l'annexe, j'ai aussi visité les camps de concentration. Et l'énergie qui s'en dégage est tellement forte, alors que moi, je ne suis pas du tout juive et tout. Et c'est vrai que je vous trouve extrêmement courageuse de parler de ça, quoi. Parce que c'est un sujet, c'est tellement immense que... D'où vous est venue cette idée? Puis après, le courage aussi, alors j'imagine, je ne sais pas, d'affronter les critiques ensuite, qui ont certainement... Enfin, je ne sais pas. Alors, moi, je pense que je n'ai aucun courage, dans le sens où c'est, d'une certaine façon... moi, quasiment toute ma famille est morte à Auschwitz, enfin... vraiment une très très grande partie. Donc j'ai envie de vous dire que ça fait tellement partie de mon histoire qu'à un moment donné, un écrivain doit s'emparer aussi de ce qui repousse. Et que finalement, c'est mon 7e roman et que je n'en ai jamais parlé. Et j'ai parlé de quantité de trucs pourtant, vraiment, qui n'étaient pas simples. Et qu'à un moment donné, ça s'est rapproché. C'était comme quelque chose qui attendait que je l'écrive. Enfin, je veux dire, il y a une phrase de Louise Bourgeois dans le roman qui est que la mémoire ne vaut rien. Si on vient la chercher, il faut attendre qu'elle vous assaille. Eh bien, c'est pas tellement sur le plan du courage, c'est que j'ai constaté les ravages de la Shoah sur plusieurs générations. Et c'est-à-dire, moi, je n'ai rien vécu. C'est pour ça que je ne veux pas usurper. C'est très important. C'est pas moi, c'est mes grands-parents, mes grands-oncles, grands-tantes. C'est là, quoi, cette génération. Mais ma mère,
par exemple, déjà cachées, etc., toute cette histoire. Donc, il y a une sorte de transmission de cette histoire. Et qu'est-ce que ma génération en a fait? Quel silence on trimballe? Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse. Je ne veux pas tout vous raconter, mais je me suis beaucoup interrogée sur les génocides en général, les traumas comme ça, les guerres. Qu'est-ce qui se passe 2, 3 générations après? Alors, comme je suis écrivaine, pour moi, ça passe par l'écrit, pour me poser la question de qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là. Voilà. Donc c'est un devoir de transmission pour vous, c'est de transmettre aux autres. C'est un moment. Alors, je vais finir par tout raconter, mais ma grand-mère, à l'âge de 13 ans, m'a offert une médaille Anne Frank. Elle m'a dit, n'oublie jamais. Il ne faut rien oublier, il ne faut pas oublier. Et puis elle m'a rien dit d'autre. Donc j'ai cette médaille avec moi depuis que j'ai 13 ans, sans savoir quoi en faire. Voilà, ça te dit tout de la situation. On a fait un livre. Dans Wikipédia, on dit que vous teniez votre journal à 8 ans. C'est vrai? Ouais. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est non, vrai. Ils ont mis ça dans Wikipédia. Je crois bien que c'est là que je l'ai trouvé. Parce Peut-être que que je l'ai trouvé ailleurs. C'est dans possible. Elle cette semaine, ça. Ah non, alors j'ai pas lu Elle cette semaine. Ça m'arrive, mais pas cette semaine. Eh bien, vous avez tort. Parce qu'il y a même la photo de la médaille. Et alors, c'est vrai, vous avez votre journal? Oui, je le tiens. Vous l'avez relu? Mais oui, parce que c'est très important. Je suis contente que vous en parliez. Parce que, finalement, relire son journal, alors d'enfance, c'est un peu autre chose. Je pense que l'adolescence est une période d'ultra-lucidité. C'est pour ça qu'on a très peur des adolescents. C'est parce qu'ils sont ultra-lucides. Et relire le journal de son adolescence, c'est une façon de voir si on est resté fidèle à celui ou celle qu'on était ou qu'on voulait être. Donc c'est une épreuve, hein. Mais je pense que c'est important de relire ce qu'on écrivait quand on était ado parce qu'on voit là si on a trahi ou pas. Et alors? Eh ben non, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle. J'ai pas beaucoup changé, ça m'inquiète un peu. Donc c'est un peu inquiétant. Vous êtes restée adolescente, c'est magnifique. Je sais pas. C'est ce qui fait que vous êtes une artiste. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être très pénible pour les gens autour. Je sais pas. Mais ça, c'est pas votre problème. Et vous avez tenu un journal? Non, pas de journal. Donc vous avez du pas coup, la réponse est beaucoup plus. Vous n'avez pas pu vous confronter à mon adolescence, au jeune homme. Non. Ouais. Ouais, le silence. Monsieur, attendez le micro un instant, s'il vous plaît. Le voici. Non, c'est seulement une remarque. Vous venez de dire que vous avez perdu toute votre famille dans la Shoah, en fait. Et ça me fait quelque chose, c'est incroyable. J'arrive pas à exprimer vraiment ce que je ressens, mais ça me fait un blanc total. Je me dis, c'est incroyable. Comment vous vivez ça? Comment vous pouvez supporter une chose pareille? Peut-être qu'on le supporte, ça, mais je me dis, c'est fou, c'est incroyable. Oui. Ouais. Mais c'est pas toute ma famille, parce que mes grands-parents ont survécu, sinon je serais pas là. Je pense que c'est finalement, c'est aussi ce livre est aussi cette question, c'est-à-dire comment on se bâtit sur du vide, comment on se construit sur quelque chose qui n'est pas là, pas d'ancêtres nommés, pas de traces, pas de photos de famille, pas d'histoire à raconter parce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on moi, je ne peux pas faire un livre d'enquête parce que vous savez, la majorité, et je reparle du Cambodge encore une fois parce que c'est quelque chose qui m'obsède beaucoup. Moi, peut-être pour cette rencontre, cette similarité dingue. Il n'y a quasiment pas de chance de retrouver des traces, très peu de savoir comment ils et elles sont morts. Où ça, c'est effectivement, il y a Yad Vashem, il y a des endroits, mais on ne peut pas retrouver la trace de tout le monde, c'est pas vrai. Il y a des fois, on ne sait pas et on ne saura jamais. Alors ça, c'est une question de se dire, on ne saura jamais. C'est étrange. Je suis d'accord avec vous. J'y pense pas tous les jours, hein, parce que c'est. Ça doit être pas facile, mais Oui. je voulais simplement dire que moi, je trace de ma famille, je n'en ai pas. Mais je ne l'ai pas perdue dans ces conditions-là, c'est ça. Je sais qu'elle a existé, je sais qu'elle a vécu, je n'ai aucune trace.
j'ai jamais réfléchi à ça, d'ailleurs. Ce qui me fait réfléchir à ça, c'est simplement ce que vous venez de dire. Et je me dis, c'est énorme, mais vraiment énorme. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Déjà, la Shoah en soi, ça me touche. Mais là, du coup, avoir quelqu'un qui a perdu toute sa famille, ou presque, dans la Shoah, c'est fou, c'est incroyable. Mais vous êtes là, merci beaucoup d'être là. Oui, merci beaucoup d'être là, d'être venu, de signer les livres tout à l'heure sous la tente et demain aussi. Oui, je vais y aller tous les deux. Mais oui, on va y aller. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.